Donc, on dit quoi? Disons, je vais très bien. Mhm. Par la grâce de Dieu, ça va. Donc, bienvenue dans la chambre. Euh, la chambre. Pourquoi est-ce que finalement, je me suis dit qu'on devrait peut-être faire tout ce truc, toute cette interview dans la chambre, parce que la chambre pour les développeurs, c'est un endroit où ils passent beaucoup de temps. La plupart des développeurs, ils ont leur bureau dans la chambre, ils bossent dans la chambre. Je me suis dit, ok, d'accord. Quel serait l'endroit le plus chaleureux pour recevoir un développeur? Ce serait peut-être la chambre. Donc, bienvenue dans la chambre. Comment tu te sens? Ça va? Bonjour André, merci déjà pour l'invitation. Je suis heureux d'être là. C'est la chambre. Nous connaissons tous que généralement nous passons la majorité partie de notre temps dans cette chambre qui est généralement notre bureau, notre point de travail. Donc je me sens à l'aise d'être là, d'être à l'endroit où toi tu produis tes créations, si on peut appeler ça comme ça. Et pour toi, c'est quoi ton rapport à la chambre en général? Si on s'en tient à la chambre, mon rapport c'est mon point de vie, encore beaucoup plus pour nous jeunes professionnels. C'est l'endroit où nous passons généralement la plupart de notre temps, que ce soit le coucher, que ce soit le travail, car notre bureau s'y trouve généralement. C'est là-bas qu'on fait tout, qu'on sieste, Ouais, notre bureau, tout en fait. Boulot, métro, dodo, on se lève. Ouais. Surtout en temps de télétravail, tu te lèves, tu vas directement sur ton PC, tu commences à bosser. Parfois, tu te poses même pas. Ouais, surtout pour nous, généralement, nous nous retrouvons généralement en colocation, même parfois. On se retrouve à tout faire dans la chambre parce que les espaces supposés être salons sont des espaces un peu publics qui sont partagés. Donc, tu regroupes tout dans ton milieu perso qui est bel et bien ta chambre, quoi. Donc là, on s'est dit qu'on allait parler un peu de ton parcours professionnel, de ton parcours de vie. Faut dire qu'aujourd'hui, tu es développeur senior ici en France. Dis-moi, comment ça a été ton parcours? Comment est-ce que ça s'est passé de quand tu as fini l'école, ou bien comment est-ce que tu as décidé de commencer la carrière de développeur jusqu'à aujourd'hui? Euh, je dirais, tout d'abord, j'ai appris mon baccalauréat C, puisque j'ai un bac C. J'étais plutôt passionné par les statistiques. Je rêvais, autant au Cameroun, Yaoundé plus précisément, je rêvais plutôt à faire l'ICA, l'Institut régional de statistique et d'Afrique centrale, je crois. Et c'est le seul concours que j'ai toujours fait étant au pays. Je l'ai fait plusieurs reprises. Et tu as échoué plusieurs fois? J'ai échoué plusieurs fois. Pour une fois, j'ai vu que ça se passe sur présélection. Puis, je crois une fois, j'ai eu la présélection et la seconde phase, j'ai loupé. Sinon, là, en le faisant, j'avançais en fac, puisque je faisais maths fondamentale à l'Université Yaoundé 1. J'avançais également en fac. Mais entre le niveau 2 et le niveau 3, ça ne s'est pas passé comme on attendait, au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été retenu au niveau 2 pour une matière. Donc, il me fallait valider cette matière pour avancer. Puisqu'on fait le calcul d'MGPA, dans cette matière, ça pourrait me permettre de mettre mon MGPA, une note qui me permettrait d'avancer. Mais ce n'était pas le cas, donc j'allais reprendre. Donc, tu as eu moins de 2? Moins de 2. Exactement. Et reprendre donc pour une matière, c'était la chose difficile de me voir passer tout un premier semestre pour une matière. Et si je validais, autant pour moi, j'allais reprendre l'année qui suit. J'ai assez réfléchi, c'était difficile. Je me suis donc dit, on devrait me mettre dans une formation professionnelle. C'est là où je déménage, je quitte Yaoundé pour Douala à l'UIC, sans faire de publicité, dans l'université de la Côte, où je fais d'abord un BTS en informatique industrielle, où tout ça passe bien. Je commence même à faire des petits stages dans ce sens. On entend toujours parler d'informatique industrielle. C'est quoi l'informatique industrielle? L'informatique industrielle ici, c'est un peu de l'automatisme. Dans le secteur d'entreprise, tu vas voir des entreprises au Cameroun, surtout comme Chococam, Nestlé, ou bien les brasseries même. Ce système d'automatiser peut-être de lavage de bouteilles, de nettoyage de bouteilles, ou bien qui portent des colis d'un point à un autre. Automatiser ces systèmes qui permettent de faire des tâches répétitives qui permettent de les automatiser. Donc c'est un peu à ça que rime cette filière. Certes, il y a beaucoup de choses, autres choses qui s'y attachent, mais grosso modo, c'est un peu ça.
Donc la programmation de microcontrôleurs, des trucs comme Exactement, ça. ces microcontrôleurs, Arduino, ATmega, ce sont des choses que nous avions fait quand on faisait BTS, on s'y intéressait beaucoup plus. C'est même à ça que j'étais voué à finir, mais après mon BTS, j'ai changé de chemin où j'ai fait un cycle d'ingénieur dans 3IL, qui est une école délocalisée au Cameroun, une école française délocalisée. Donc, c'est là où, au bout de 3 ans, donc, j'ai obtenu mon Master 2 qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, professionnellement. Donc je sais que tu as commencé au Cameroun en tant que développeur au Cameroun. Comment c'était comment c'est quand tu es développeur au Cameroun? Moi j'ai mon expérience, mais je veux que tu nous partages un peu ton expérience à toi. Comment c'était? Est-ce que tu as beaucoup bossé? Comment c'était? C'était des expériences enrichissantes, mais surtout difficiles. Très enrichissantes, mais difficiles. Bon, vu qu'on travaille dans un environnement pas trop adéquat pour beaucoup, ça c'est mon expérience à moi, je ne parle pas de l'expérience des autres. L'environnement, je ne veux pas indexer les entreprises, mais je dirais globalement en disant l'environnement de travail n'était pas toujours ça, car parfois vous développez, vous travaillez sur vos machines, vos propres machines. Ici, la connexion n'étant pas parfois de qualité, de très bonne qualité, parfois il y a des soucis d'énergie électrique. Il y a les coupures d'électricité, la connexion internet qui n'est pas bonne. Malgré tout ça, fournir du travail, remplir votre tâche, des obligations que vous avez envers vos employeurs. Donc c'est enrichissant mais difficile. Enrichissant dans le sens où tu dois fournir du résultat avec le peu de moyens que tu as. Cela te pousse à travailler, te pousse à doubler d'efforts, à travailler 2 fois plus que le professionnel lambda qui a toutes ces choses à sa disposition, à sa guise et peut avancer facilement. D'accord. Ouais. Mais malgré ça, tu as quand même pu monter en compétences. Tu codais quoi principalement quand tu étais au pays? Au pays, je faisais du mobile, avec Flutter, avec des frameworks comme Flutter et Ionic. J'ai suffisamment fait du mobile. Mon back-end, je le faisais avec Symfony et Laravel. J'étais beaucoup plus orienté PHP. Bon, je faisais un peu du Java, mais pas trop. Pas trop. J'étais beaucoup et la transition, elle s'est faite quand exactement? La transition, c'est quand j'ai vu des opportunités. Je me suis rendu compte à un moment donné qu'à l'extérieur, ils recherchaient très peu du PHP au fait. Ils recherchaient beaucoup plus du Java et du .NET. Et je me suis dit, ayant fait du Java et comprenant du Java, pourquoi ne pas m'approfondir dans ça? J'ai commencé à me documenter, à travailler, à prendre des projets, ou bien même des projets des collègues qui étaient en entreprise qui étaient sur Java, les apporter mon aide, mon assistance, de façon gratuite, question de monter en compétence sur ce domaine. Et c'est comme ça que je me suis enrichi. Dans ce sens, j'ai enrichi mon portfolio, mon GitHub. J'ai suffisamment fait des projets sur Java où j'ai enrichi mon GitHub avec. Et c'est ces choses-là qui m'ont permis à obtenir mon premier job à l'extérieur et en Java particulièrement, à Accenture, où on s'est rencontrés. Donc là, tu t'es formé plus ou moins tout seul? Je dirais tout seul. Parce que certes, avec l'appui de 1 ou 2 professionnels par-ci par-là, mais globalement tout seul. Globalement tout seul. Certes, j'ai fait cela à l'école, j'ai fait du Java à l'école, mais c'était dans le cadre scolaire. On n'en a pas poussé plus loin. Ok. Et est-ce que tu penses que tu serais allé plus vite si tu avais eu un groupe de professionnels, par exemple, qui t'avait accompagné, qui t'avait montré exactement comment est-ce qu'il faut faire les choses au jour le jour? Tu penses que tu serais allé plus vite? Sincèrement, je serais allé 2 fois plus vite. Avec des personnes qui s'y connaissent en travaillant sur la base des erreurs des autres, en me fiant aux conseils des pairs, de ceux qui l'ont fait par le passé, de ceux qui ont eu à rencontrer des difficultés dont je rencontre aujourd'hui. Ça ira plus vite parce que même aujourd'hui, je le rencontre. Il y a des technologies où quand je rencontre quelqu'un qui a déjà eu à faire cette technologie, ça va plus vite au fait. C'est quoi ta pire mission au Cameroun? C'est quoi ta pire mission? Tu n'es pas obligé de citer les contemporains, mais tu peux nous raconter l'anecdote de ta pire mission au Cameroun. Je vais raconter mon anecdote sans indexer quelqu'un. Vous savez, au pays, quand on travaille souvent, on a tendance à croire que l'employeur et toi, vous êtes
c'est une famille. Mhm. On oublie parfois le dire. Parfois, tu te permets à compatir au problème de ton employeur comme si c'était le tien. Du genre où tu dois doubler d'efforts pour être au travail le matin à 7h ou 7h30. Ceci, tu n'habites pas à côté du boulot. Tu dois mettre de ton argent, de ton énergie. Parfois, tu travailles avec ton PC. Peut-être c'est la connexion de l'employeur. Tu livres tes tickets, tes contraintes, tes responsabilités, tu les remplis. Mais à la fin du mois, l'employeur va carrément te dire tu sais, nous n'avons pas eu d'entrée ce mois. Ce mois était vraiment difficile. Donc, comme tu vois là, je ne peux vraiment pas te donner ça. Il ne peut pas te payer. Il va te parler au moment où tu vas compatir, au fait. Au un moment où si tu avais des moyens, tu te permettrais de dire boss, prends même ça. Prends ça pour carburer. tu mets le carburant avec. Ce sont des expériences que l'on vit au quotidien. Ça, c'est celui qui a été sympa, qui a voulu t'amadouer avec les paroles. Avec les paroles. Parce qu'il y a d'autres qui ne font pas du tout te gérer, ils vont rester silencieux. Ou bien ne pas répondre aux appels. Mais rester silencieux, c'est la secrétaire qui va te dire il est indisponible. Et c'est comme ça que je me retrouve en train de laisser emploi sur emploi, tout simplement parce que le salaire ne va pas avec. Les salaires ne sont pas réguliers. Donc c'est un peu ça. Et aussi travailler avec des professionnels qui sont figés dans le temps, je veux dire dans le passé, qui ne sont pas disposés à apprendre. Il a sa manière de faire. Ça marche, il n'y a pas de souci, mais malgré que sa façon de faire a des manquements, il ne faut pas changer au fait. Il ne faut pas apprendre de nouvelles façons de faire. Il ne veut pas évoluer, il faut tout simplement rester sur ce qui fonctionne. C'est un peu ça, les mauvaises expériences que j'ai connues dans mon professionnel au pays. Donc toi et moi, on s'est rencontrés dans l'avion quand on partait à l'île Maurice. On a passé une douzaine d'heures à Johannesburg sans manger. Tu te souviens? Je m'en souviens très bien. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Jusqu'à ce qu'on est arrivé à l'île Maurice, on nous a servi du riz sauté, on a mangé. On a fait pratiquement 3 jours, on a mangé que du riz sauté. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? L'expérience, quand j'y pense, ça me fait rire. Déjà, c'était ma première expérience, c'était ma première fois de prendre l'avion. J'ai d'abord aimé cette expérience, oui, parce que c'était une nouvelle aventure. J'allais dans un pays autre, je devais embrasser une culture nouvelle. Grosso modo, c'était une nouvelle expérience. Me voir même je me rappelle dans l'avion ce jour, puisqu'on a fait plusieurs escales. Tour à tour, Addis Abeba, Johannesburg, ouais. Tour à tour, quand la dame passait pour servir le repas, elle disait toujours beef and chicken. Oui. Je me rappelle, quand je savais d'office que quand elle va arriver, je vais dire chicken. Parce que je sais que le poulet, c'est une valeur sûre. Oui, c'est une valeur sûre. Mais à ma grande surprise, c'était pas le poulet. Ce repas n'avait rien à voir avec le poulet, en fait. Ouais. Donc, toutes ces expériences m'ont marqué. Et tout ça a eu lieu grâce au boulot de développeur. Ouais. Non, pas oublier cela, c'est grâce au développement logiciel que j'ai eu la chance de parcourir toute cette aventure. Ouais. Moi, je me souviens, j'avais $50 dans la poche. Je ne savais pas c'était quoi la valeur de $50. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si tu me donnes $50, tu me dis voyage. Je ne vais pas tenter, je vais dire écoute, laisse tomber, le jour que j'aurai $1000, etc., je vais voyager. On a fait 2 jours à Johannesburg, on n'a pas mangé. On est arrivé à l'île Maurice, heureusement que Accenture s'est organisé pour nous prendre en charge et tout. Mais on avait $50 dans la poche. Voyager avec le minimum, aller à un endroit où tu ne sais pas où tu vas. C'était moins que le minimum, on n'avait rien du tout. Ouais. On n'était pas différents des gars qui... Bon, un peu différents des gens qui prennent la mer. mais on n'était pas loin pas quand trop, même. juste qu'on avait des papiers. Ouais. Mais en ce qui concerne nos poches, ouais. Il y avait encore beaucoup à redire de ce côté-là. Ouais. Donc, comment est-ce que ça s'est passé l'intégration socio-culturelle et professionnelle à l'île Maurice? Disons, parlant de l'intégration professionnelle, je dirais que cela s'est bien passé vu que l'entreprise qui nous employait a vraiment mis
tout en œuvre pour qu'on s'intègre facilement. Déjà, quittant du Cameroun à l'île Maurice, c'est l'entreprise qui nous emploie, qui s'est occupée de toute la procédure, toutes les paperasses qu'il fallait faire. Et même nos premiers mois de loyer, c'est l'entreprise, même nos premières semaines de repas, je crois bien que c'était l'entreprise qui l'a fait. Et quand on arrive à l'entreprise, déjà, on a je crois que c'était des mentors, au fait. Des personnes sous forme de tutos, des personnes qui allaient nous tenir la main pour nous faire avancer rapidement dans l'entreprise. Donc, pour moi, cette expérience s'est très, très bien passée. L'intégration dans ce sens s'est très bien passée, professionnellement parlant, je veux dire. Certes, on pouvait remarquer des petits points, mais pas des points qui puissent... Pas des coques majeures. Oui. Donc, maintenant, pour la vie quotidienne, pour l'intégration culturelle au quartier et tout, il y avait suffisamment de manquements. On pouvait remarquer qu'il y avait encore à refaire dans ce sens. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand tu étais à l'île Maurice? Ma famille, être très loin de la famille. Tu connais la famille, la valeur de la place que la famille occupe en Afrique. Donc, être loin des siens, c'est un peu difficile et j'aime la bouffe. Ouais. J'aime savoir que les mets dont j'ai l'habitude de consommer au pays, je ne vais plus les consommer aussi facilement. C'est un manque énorme en fait. Et toi, tu savais faire la cuisine. On était dans le même appartement. Toi et moi, on cuisinait. On était avec une troisième personne qui ne cuisinait pas forcément. Est-ce que tu penses que le fait de savoir cuisiner a facilité ton exportation en général? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé? Ça m'a beaucoup aidé, ça a facilité mon exportation énormément et ça a facilité ma vie à Maurice, vu que ne sachant pas cuisiner. Que dois-tu consommer au fait? Vu que tu viens d'arriver, tu n'as pas les mêmes habitudes culinaires que ceux qui habitent là. Et même ces trucs que tu peux commander en ligne, je t'ai pris l'exemple tout à l'heure sur beef and chicken dans l'avion. Ce beef et chicken sont des pas mots le même beef que tu connais. Oui, donc quand tu commandes un menu en ligne ou bien sur place même, ce qu'on te sert, c'est même pas ça à quoi tu t'attends en fait. C'est pas facile. En sachant cuisiner, certes, il y a vraiment un petit manque vu que les vivres, bien les aliments que tu as l'habitude de trouver de ton côté, tu ne les trouves pas aussi facilement à Maurice. Ou encore, tu peux en trouver, mais étant nouveau, tu ne connais pas où ça se vend, en fait. Donc, savoir cuisiner est un plus pour l'intégration de tout individu qui souhaiterait vivre ailleurs. Et même si c'est chez soi-même, savoir le faire, c'est bien, en fait. Je me souviens que quand on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris le peu d'argent qu'on avait, on est parti, on a changé ça en roupies mauriciennes. On a fait les courses avec, on a essayé de remplir le frigo et pendant quelques semaines, on a essentiellement fait la cuisine. Et c'est grâce à ça qu'on n'a pas totalement perdu du poids et qu'on n'a pas dépensé dehors pour aller acheter à manger, etc. Donc ça, c'était bien. Maintenant, concernant toujours l'intégration professionnelle, il y a une formation que Accenture propose à tous les nouveaux arrivants, Ethics and Compliance. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est une formation importante dont beaucoup de ceux qui quittent des entreprises dans notre zone au pays, ne s'y prêtent pas souvent à ce type de jeu, ne maîtrisent pas certaines choses, au fait. Des règles de l'entreprise, des responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de leurs collègues. De leurs collègues, du personnel. Vis-à-vis des clients même. Des clients et tout, au fait, du matériel de l'entreprise. Beaucoup ne savent pas ça. Comme je te disais tantôt, au pays, il y a certaines entreprises qui se permettent de faire, de développer, de travailler sa propre machine. Comme pour dire quoi? Comme pour dire, parfois il y a un peu d'amalgame sur le matériel de l'employé et le matériel de l'entreprise. Il y a certaines entreprises qui ne distinguent pas ça. Donc, ces formations te permettent de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment te comporter face à une situation ou une autre, comment te comporter vis-à-vis de ton collègue, comment prendre, quelle démarche apporter lorsque tu veux reprimander, peut-être reprimander, c'est pas le mot, lorsque tu veux apporter ton point de vue à ton collègue, à ton supérieur, ces choses-là, au fait. Et comment faire vis-à-vis des services ou bien
des éléments que te demande ton client. Comment tu te comportes, quelle est la marche à suivre, l'hiérarchie, le couloir à suivre pour faire certaines tâches. Donc cette formation-là, je la trouve très utile, très importante. Ouais, perso, moi, tu sais que j'ai toujours été un bon communicant. Mais faire la formation, ça m'a permis d'améliorer encore plus ma communication et de savoir quelles sont les choses qui sont dans l'intérêt de mon entreprise, quelles sont les choses qui sont dans mon intérêt et comment est-ce que je fais pour me positionner par rapport à ça et de bien communiquer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez chez nous. Et même ici en France, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Par exemple, chez Accenture, je crois que la formation est dure entre 2 semaines et 1 mois. Tu fais que ça. Et tant que tu n'as pas fini, on ne te donne même pas accès à un client, tu ne fais même pas d'interview, rien, tu la termines d'abord. Moi, je pense que c'est bien. Je sais qu'ici, tu signes des accords de déontologie avant de rentrer chez un client, mais il n'y a aucune boîte de service qui prend vraiment le temps de former les gars sur, voilà, voici Ethics and Compliance, qui est différent de la formation qu'on fait sur la sécurité, par exemple, qui sont des formations qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Maintenant, après ton passage à l'île Maurice, déjà, pourquoi est-ce que tu as décidé de partir de l'île Maurice pour venir en France? Mon envie de partir de Maurice naît sur le simple fait que je voulais un nouveau challenge. Je voulais avoir déjà plus. Je pensais que j'ai fait mon temps à Maurice, que j'ai acquis ce que je pouvais apprendre de Maurice, d'Accenture particulièrement, dont je remercie jusqu'ici, car c'est lui qui me donne ma première opportunité au fait. À l'international, oui. À l'international, donc j'ai beaucoup appris là-bas. Et j'ai eu des collègues sympas là-bas. J'ai une bonne vie professionnelle que je me suis construite de là, donc je les remercie pour ça. Et maintenant, je décide de partir parce que je rêvais mieux. Je voulais réaliser autre chose que ce que je faisais là-bas. Je me sentais déjà prêt à affronter de nouveaux défis, au fait. Et j'ai commencé à postuler aux nouvelles offres qui s'offraient et qui se présentaient. Bon, pour la France, c'est trouvé propice à ce moment-là. J'ai dit, je saisis l'occasion. Ouais. Et comment ça se passe la transition entre l'île Maurice et la France? La transition n'était pas trop bonne, mais on finit par s'adapter. Pas trop bonne dans quel sens? Déjà le climat. Les deux pays n'ont pas le même climat. Maurice a le même climat que mon pays, le Cameroun, plus ou moins. Donc il fait beau toute l'année. Il fait beau toute l'année. Et en plus, tu as des belles plages tout juste à côté. Et le coût de la vie, qui est relativement très moins cher par rapport à celui de la France. Donc, même si on gagne plus en France, on dépense plus aussi. On dépense plus aussi. Ce n'était pas le cas à Maurice, en fait. Et les impôts aussi qui sont beaucoup plus élevés en France. Les impôts sont très élevés en France. Donc, en fait, l'intégration à Maurice me semblait plus facile qu'en France. Bon, l'avantage que j'ai eu à avoir, c'est côté bouffe. À Maurice, j'avais du mal à trouver des mets, des produits vraiment de mon pays, des produits du continent, comme on dit souvent. Mais ici en France, tu n'es pas dépaysé côté alimentation. Alimentation, tu as tout. Tu as tous les produits du Cameroun en France. Ce n'est pas le cas à Maurice, en fait. Donc aujourd'hui, la France a ses avantages et ça a ses inconvénients par rapport à l'île Maurice. Oui, exactement. Ça, c'est ses inconvénients. Et maintenant, le fait de vivre, je sais qu'on en a déjà parlé, le fait de vivre loin de sa famille, comment est-ce que tu le vis au quotidien? Le fait de vivre loin de sa famille est très difficile. C'est assez difficile pour ceux qui ont grandi avec leur famille, au fait, qui ont toujours eu leurs proches, les parents, les frères et sœurs autour de soi. Quand on s'éloigne, on s'en manque, au fait. On s'en manque dans ce sens-là, mais à un moment donné, on se dit qu'on n'a pas le choix, vu que c'est grâce à ce travail que tu effectues loin d'eux qui te permet parfois de les apporter assistance, qui te permet parfois de résoudre de petits problèmes, de petits bobos et tout. À un moment donné, tu te dis c'est un sacrifice à payer, tu essaies de te consoler avec ça et d'avancer, mais c'est difficile. C'est difficile d'être loin de sa famille. D'accord. Et tu penses que
Entre le Des Valères qui était au Cameroun il y a de cela quelques années et celui qui travaille aujourd'hui en France, professionnellement, comment est-ce qu'il a grandi? Professionnellement, il a énormément grandi. Professionnellement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas citer, puisque j'aime déjà être à la veille de la technologie. Je mène une veille technologie perpétuelle. Et quand on voit comment la technologie a évolué de ce moment où j'étais au Cameroun à l'heure actuelle, il y en a eu beaucoup de choses. Et honnêtement, j'ai pas cessé de jeter un coup d'œil à ces choses ou de tester, d'essayer de tâter, voir ce qu'il y en est. Donc, je suis certain que j'ai énormément grandi. Et comment est-ce que tu prévois faire bénéficier le continent de... Quand je parle du continent, je parle du pays et du continent aussi, de tout ce que tu as appris jusqu'ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est un projet ou voilà, tu vas venir, tu es en Europe, tu fais ta vie, tu t'en tapes et puis... Non, je ne peux pas faire ma vie et m'en taper parce qu'on ne peut pas oublier d'où on vient. J'ai toujours eu l'envie de partager ce que je connais. Pendant de longues périodes de ma vie, j'arrondissais mes fins du mois par les répétitions, si tu connais les répétitions au pays. Donc j'ai toujours eu cette façon de partager le peu que je connais avec les autres. Donc quand tu me parles de projets comme ça, l'envie de pouvoir partager le peu de choses que j'ai pu apprendre jusqu'ici avec mes confrères au pays reste énorme, d'où notre projet Melo Road, dont tu en es l'initiateur, dont nous partageons cette idée ensemble, de pouvoir partager notre expérience, notre connaissance, ce qu'on a pu amasser jusqu'ici avec ces gens-là, pas des bootcamps par exemple. Ceci en est juste l'un des produits que nous l'une des pierres qu'on veut bien apporter à l'édifice. Donc, ouais, exactement. Donc, pour moi, je pense aussi que retransmettre, give back, c'est comme ça que les Anglais et les Anglo-Saxons disent, give back, c'est quelque chose de très important pour nous, surtout qu'on vient d'un endroit où les choses n'ont pas été faciles. On a été obligé de partir, on a été arraché de nos familles parce que ça ne sert à rien de rester là et tout le monde meurt de faim. C'est mieux que quelqu'un se sacrifie, celui qui a la possibilité. Nous, on a eu la possibilité de se sacrifier parce qu'on a plus ou moins fait des études supérieures, on a plus ou moins acquis certaines compétences. Donc, on peut se séparer de notre famille, on peut aller apporter aux autres pour qu'ils nous apportent en retour, pour qu'on ramène à la maison et on dit à la maman, pour ceux qui en ont encore, maman, voici ce que je suis allé chercher, c'est pour toi. Et pour ceux qui n'en ont plus, aux petits frères, voici ce que j'ai ramené, c'est pour vous. Donc voilà, c'est dans cette optique-là qu'on a décidé de lancer le bootcamp Melo Road, où on va faire des formations. On va former des développeurs mobiles, on va former des développeurs back, des développeurs front, des QA sur un projet. N'hésitez pas à vous inscrire là-dessus pour vraiment participer à ce bootcamp qui va commencer en décembre, dès le 1er décembre jusqu'au mois de juin-juillet de l'année prochaine 2025. Pendant 10 mois, on va se consacrer à former vraiment une cuvée de bons développeurs qui seront prêts à accéder au monde de l'emploi. Donc, Des Valères, comment tu as trouvé ce petit échange? Je trouve ce petit échange fabuleux. C'est intéressant. Parler de notre petit parcours aux autres, ça semble intéressant. On a toujours l'habitude de voir les autres faire. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'il faut accomplir des milliards, des milliers de choses pour pouvoir parler soi-même de son parcours? Je pense que toute petite réalisation mérite qu'on en parle en fait. C'est pas assez, mais... Qu'on partage. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans notre situation, qui sont partis de là où nous on est partis, qui ont essayé d'avoir une vie plus ou moins stable, plus ou moins acceptable. De là où on vient, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Et c'est d'ailleurs toute l'idée de ce concept. On va interviewer des personnes lambda, comme toi et moi, qui sont partis d'un certain endroit pour arriver à un endroit où voilà, ils peuvent se permettre de vivre leur vie décemment, leur demander comment ils ont fait. Parce que la plupart des gens aujourd'hui
Ils veulent pas être des Bill Gates, ils veulent pas être Elon Musk, ils veulent juste sortir de la pauvreté Et vivre, manger trois fois par jour, quoi. vivre de façon décente et de façon honnête. Donc voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi dans la chambre. Rendez-vous la semaine prochaine avec le prochain candidat.